Rebonjour à nouveau. Donc le son est bon. Euh, Bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet. Je suis le directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients sur des stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui l'investissement dans le non-coté avec Euraseo. Pour cela, nous sommes ravis de recevoir Luc Maruanda, qui est partenaire chez Euraseo. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, juste avant, trois rappels sur Bourse Direct. Donc, Bourse Direct est agréée par l'ACPR et supervisée par l'AMF. Bourse Direct est un prestataire de services en investissement. Nous faisons la RTO, la réception de transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution d'ordre pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte pour les comptes de nos clients. Bourse Direct est COA, courtier en opérations d'assurance, immatriculé à l'ORIAS, ce qui nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite. J'en profite pour faire la pub sur nos BDV et BDH, qui sont nos deux contrats d'assurance vie avec Generali et Apicil. Bourse Direct est conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil sur des stratégies patrimoniales. Nous allons aborder des points généraux sur le non-coté, le private equity et le fonds qu'on va vous présenter. Donc chacun doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir ni la performance passée ni la défiscalisation, mais là on n'est pas réellement dans un produit de défiscalisation, pour unique motivation de souscription. Et comme toujours, il faut comprendre les produits dans lesquels vous investissez. Et donc, c'est là où tout l'intérêt de comprendre le produit et de voir un gérant excusez-moi, mon téléphone, pour comprendre les produits. Troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions, avantages et risques, nous allons vous parler ici, dont nous allons vous parler ici. Il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel, c'est-à-dire vous présenter des produits et dans le but évidemment d'investir dans ces produits. Donc toujours se référer au statut, au DIC, avant de prendre une décision finale d'investissement. Tous ces produits-là sont en ligne sur notre site internet épargne.boursedirect.fr. Donc n'hésitez pas à les retrouver. Je vous fais une petite démonstration tout à la fin si on y arrive. Quatrièmement, toujours tenir compte que les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Et pour finir, nous allons, Luc et moi, vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions pour nous faire rebondir sur la compréhension, non-compréhension du produit, des règles que vous ne comprenez pas, qu'on vous explique au mieux. Profitez-en, on a une personne de qualité aujourd'hui pour répondre à toutes ces personnes, à toutes ces questions-là. Donc, j'interromprai Luc pour lui poser les questions. Donc, je suis le chat. Donc, n'hésitez pas, allez-y, c'est animé. Je ferai tout pour animer avec vous aussi. Maintenant, rentrons au corps du sujet. Donc, rebonjour Luc. Alors, le private equity, qu'est-ce que c'est et la particularité de votre fonds aujourd'hui? Bien, bonsoir, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Je vais me permettre d'avancer les slides si ça veut bien C'est la petite flèche, avancer. ça avance pas. Ça n'avance pas. Ah, c'est peut-être ici. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, je vais vous passer l'avertissement. Je ne vais pas vous le lire, mais je souscris complètement à ce qu'a dit Nicolas sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et nous allons tout de suite rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, en fait, notre métier et le but de ce fonds est d'investir dans des entreprises non cotées en bourse à travers deux stratégies. Une stratégie d'investissement en capital dans lequel on devient actionnaire des sociétés, mais aussi de manière plus générale en tant que prêteur, puisque ce fonds est un fonds hybride qui offre une double stratégie, majoritairement une stratégie de dette privée, on va y venir. Donc ce sont des obligations, mais des obligations non cotées en bourse. Ça aussi, c'est très important de bien comprendre de quoi nous parlons. Et puis une deuxième stratégie qui est l'investissement en private equity. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Et pourquoi est-ce qu'on le fait avec une structure qui est assez particulière? En fait,
Euh, Vous savez tous que l'investissement dans d'entreprises non cotées nécessite du temps, puisque ces sociétés n'étant pas cotées en bourse, quand vous rentrez à leur capital et que vous voulez en sortir après quelques temps, bah, l'entreprise n'étant pas cotée, on n'achète pas et on vend comme on veut, hein, on ne passe pas par un agent de change. Il faut négocier son entrée au capital. C'est en général assez compliqué. Donc les investisseurs susceptibles d'investir dans ces entreprises sont pour la plupart des professionnels ou des fonds d'investissement, hein, qui servent d'intermédiaires en fait entre vous, messieurs et mesdames les clients privés, et puis les sociétés, tout simplement parce qu'elles ne sont pas disponibles sur les marchés sur les marchés. Et ensuite, comme c'est compliqué, ben, on investit à la condition de se dire qu'on va être capable de créer de la valeur. Et si on veut créer de la valeur, ben, il faut quand même avoir participé à la gouvernance, et se dire qu'on se prend quelques années, du temps, avant d'envisager une sortie, sur que la sortie, encore une fois, on ne va pas vendre ces titres comme ça, il faut soit avoir une sortie en bourse, soit une cession industrielle, enfin, voilà, ça prend du temps. Il y a une durée moyenne un peu de vos On va dire portages? que le cycle normal d'un investissement en private equity, c'est entre 5 et 7 ans. Ça, c'est la moyenne générale. Donc, la plupart des fonds de private equity qu'on peut trouver sur le marché sont ce qu'on appelle des fonds fermés, c'est-à-dire que ce sont des fonds ouverts à la souscription des investisseurs en général pendant une période qui peut être en général de 2 ans, hein, 18 mois à 2 ans. Ensuite, le fonds est fermé, c'est-à-dire qu'il ne prend plus de souscripteurs. Il va déployer l'argent collecté à travers un portefeuille d'entreprises non cotées, en général en restant investi sur cette moyenne de 5 à 7 ans, et puis à ce moment-là, il va chercher à trouver de la liquidité. Donc globalement, un programme complet du début jusqu'à la fin en private equity, ça dure une dizaine d'années. Ça, c'est pour les fonds fermés. Et on se rend bien compte que dans ce type d'entreprise non cotée, c'est très difficile en fait de maîtriser exactement le timing souhaité d'entrée et de sortie de la société. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement renversé la table en se disant, mais puisque on a une grande incertitude sur la durée de détention dans les sociétés, faisons un fonds perpétuel. Et ça, c'est une vraie, enfin, pour moi, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée Voilà, d'investir faisons dans un la. fonds perpétuel qui est ouvert, qui a une durée de 99 ans, qui est en permanence disponible à l'investissement, qui en plus a une structure qui ressemble beaucoup à ce à quoi vos clients sont habitués sur les marchés liquides, puisque c'est un fonds qui a une valeur liquidative hebdomadaire, donc on peut rentrer vraiment quand on veut. Et ce fonds, nous l'avons rendu semi-liquide, c'est-à-dire que tous les trimestres, le client peut sortir s'il le souhaite, avec, on va voir, des conditions particulières, mais toujours est-il que on a renversé la table. On se dit, voilà, les sociétés, on ne sait pas combien de temps on reste, a priori, voilà, on fait beaucoup d'investissements. Quand on fait une cession d'entreprise ou un remboursement de dette, eh ben, l'argent il est remis au travail systématiquement. Et puis le client, en fonction de son agenda, ben, il va décider quand est-ce qu'il investit, quand est-ce qu'il veut sortir. Donc ça, c'est le principe général d'un fonds perpétuel, donc evergreen en anglais, et avec des fenêtres de sortie. Alors, vous l'avez compris, on reste dans un univers d'entreprise non cotée, donc on ne peut pas avoir un fonds qui est parfaitement liquide avec une liquidité hebdomadaire, puisque gardons toujours en tête que nous sous-jacents une entreprise non cotée en bourse. Mais par contre, si on constitue un portefeuille avec des sociétés dans lesquelles le cycle d'investissement est relativement court, à peu près divisé par deux à ce à quoi nous avons l'habitude, je faisais référence aux 5-7 ans, si on est sur des cycles plus courts, ben en fait, et qu'on a un fonds qui est bien diversifié en nombre de sociétés, en nombre de millésimes au moment où le fonds est investi, et bien à ce moment-là, en fait, on va avoir suffisamment d'événements de liquidité au fil de l'eau quand le fonds atteint sa maturité qui permettent d'offrir une semi-liquidité. Et cette semi-liquidité, ce sont des fenêtres de rachat trimestrielles. Et maintenant, ce fonds est ouvert aux fenêtres de rachat trimestrielles parce qu'il a passé sa 4e année. Donc le fonds maintenant est mature et peut offrir cette semi-liquidité aux clients. Donc on est vraiment sur une structuration qui est assez particulière, qui a pour objectif, encore une fois, d'offrir le plus de flexibilité dans sa structuration aux clients au moment de son investissement et au moment de la sortie. Alors, gardez toujours en tête évidemment que euh, on n'est pas, on ne souhaite pas avoir des clients qui nous confient de l'argent pour 6 mois parce que c'est pas du tout l'idée. Non, c'est Si pas vous le. avez un agenda d'investissement à court terme, il faut aller sur les marchés liquides.
encore une fois, et vous êtes dans votre rôle de conseiller en investissement, mais si un client souhaite nous accompagner dans les marchés non cotés, impérativement, il faut que ce soit dans une approche de diversification patrimoniale, avec une approche à moyen long terme. On recommande en moyenne entre 5 et 8 ans. Mais ces fenêtres de liquidité peuvent permettre une sortie plus rapide, le cas échéant. Après, ce qui est important, c'est que dans la mesure où on est sur un fonds qui est sur une durée longue et qu'on a cet impératif ce souhait dans la structuration d'offrir de la liquidité, on a voulu avoir un fonds qui soit, on va dire, le plus prédictif possible en termes de performance et de volatilité. On n'aurait pas fait sur un produit de pur capital risque, hein, sur des startups innovantes, avec cette structuration de fonds perpétuels. On a vraiment voulu construire un produit qui vous amène à bon port avec une performance moyenne, qui a un objectif de performance annuelle compris entre 6 et 8% par an, net client. Alors bien évidemment, encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais vous allez pouvoir voir nos performances historiques qui sont de cet ordre, et sans surprise. Donc, c'est pour ça que la stratégie dette privée et la stratégie private equity sont très complémentaires et permettent d'atteindre cet objectif. Enfin, ce qui est très important, c'est que nous avons une approche sur Asio, on en parle tout à l'heure, qui est systématiquement de faire co-investir les fonds dédiés à nos clients privés avec les fonds dédiés à nos clients institutionnels. En fait, on a toujours un seul programme d'investissement. Et ça, c'est très important parce que le programme d'investissement que nous déployons dans le portefeuille constitué par ce fonds est bien plus large que le fonds lui-même, si bien que nous avons toujours la capacité d'avoir des transactions à mettre en face de l'argent que nous levons, c'est un premier élément. Et deuxièmement, nous offrons à nos clients privés cette excellence de la gestion institutionnelle qui est exactement la même que celle que nous offrons à nos grands clients. Voilà. Et je rappellerai que ce fonds, aujourd'hui, a une structure de FCPR fiscale, c'est-à-dire que si vous détenez ce fonds à travers un compte titre, si vous le détenez pendant plus de 5 ans, vous bénéficiez d'une exonération d'impôt sur les plus-values à la condition, bien sûr, d'être investisseur en personne physique. Et si vous êtes personne morale, vous bénéficiez du régime des plus-values à moyen long terme, ce qui fait que votre IS, votre impôt sur les sociétés, est au taux de 15%. Donc ça, c'est un avantage, mais la contrepartie, bien évidemment, c'est d'être investi de garder l'investissement pendant 5 ans. Qui est Euraseo? Alors, un petit mot sur Euraseo. Donc, on a une certaine autorité dans le marché. Il se trouve et c'est la partie un petit peu étonnante, c'est que Euraseo lui-même est coté en bourse, même si son métier est exclusivement d'investir dans des entreprises non cotées. Mais le titre Euraseo, vous pouvez l'acheter sur Euronext et vous avez bien évidemment à votre disposition l'intégralité du reporting annuel en libre accès sur le site euraseo.com. Donc, de ce côté-là, on est un petit peu une maison de verre. Il se trouve qu'on est un des 5 plus grands gérants en Europe dédiés à ces marchés non cotés, puisque nous avons en gestion aujourd'hui un peu plus de 34 milliards d'euros, et nous sommes très solides puisque nous disposons de 9 milliards d'euros de fonds propres. Voilà. C'est le bilan du groupe Euraseo dans 3 classes d'actifs, le private equity, la dette privée, les actifs réels. Nous sommes un peu plus de 400 collaborateurs aujourd'hui, présents dans 12 pays, mais les bureaux principaux sont à Paris, à Londres, à New York, à Francfort notamment. Et surtout, ce qui est très important, c'est que nous sommes toujours très attachés aux bonnes pratiques ESG en termes d'environnement social et de gouvernance. Hein, on ne le répétera jamais assez. Ce fonds est un fonds article 8 avec un alignement taxonomie à 100%, avec un alignement dans la finance durable qui est à plus de 70%. Donc de ce côté-là, je crois que nous sommes, en tout cas, avec une ambition et la démonstration que nous sommes dans les meilleures pratiques, en fait, de l'investissement socialement responsable. Ce qui est très important également, c'est que nous sommes également en alignement d'intérêt puisque les fonds propres du groupe Euraseo sont systématiquement investis aux côtés de nos investisseurs.
Donc ça, c'est vraiment en quelques mots ce que nous faisons chez Eurasio. Et la raison pour laquelle je vous parle, moi, Luc Marlona, je dirige le département qu'on appelle Wealth Solutions dans le groupe, qui consiste en fait à structurer des solutions d'investissement qui sont dédiées aux clients privés. Et c'est ce que vous avez dans cette diapositive. En fait, notre ambition dans le groupe, et depuis très longtemps, hein, consiste à offrir toutes nos stratégies d'investissement, que vous soyez un client privé non professionnel ou un grand client institutionnel, c'est-à-dire un fonds de pension, un fonds souverain, une caisse de retraite ou un assureur. Et comment est-ce que nous faisons? En fait, nous sommes obligés de construire des fonds parallèles, tout simplement parce que, comme vous le savez, la réglementation qui régit la clientèle de personnes privées est extrêmement stricte. Nous sommes régulés par des directives européennes, notamment la directive MIFID, euh, avec toutes ces déclinaisons en PRIPS. Nous sommes réglementés en France par l'autorité des marchés financiers. Donc, on est quelque part obligé, pour répondre à ce cadre réglementaire, à avoir un fonds qui est vraiment dédié aux clients non professionnels. Mais ce fonds dédié à nos clients non professionnels, en fait, il co-investit systématiquement avec le fonds pour les clients institutionnels. Donc, ce qui se passe, c'est que, et c'est un petit peu cette fourchette qui va vers la droite, euh, quand nous déployons une stratégie, nous avons une équipe d'investissement qui va faire des transactions, qui va faire des investissements, et ensuite, une fois que l'investissement est décidé, au niveau de notre middle office, de notre compliance, nous faisons une allocation de l'investissement entre le fonds dédié à nos grands clients institutionnels et le fonds dédié à nos clients privés. Et en général, sur un fonds institutionnel, on a entre 50 et 100 investisseurs au maximum pour un volume collecté qui se comprend, qui peut varier entre 1 et 3 milliards d'euros, parce que ce sont des très gros investisseurs, tous professionnels. Et sur le fonds de gestion privée, on peut accommoder des milliers de clients, voire même des dizaines de milliers de clients, en l'occurrence sur ce fonds-là, avec là un fonds aujourd'hui qui a dépassé le milliard d'euros, mais qui aussi peut avoir une taille très importante. Mais l'immense différence, c'est qu'on est capable d'accueillir un très grand nombre de clients. Ça passe à l'échelle. Cette démarche, aujourd'hui, elle est connue de nos clients, notamment en France, hein, puisque nous avons un certain succès. Nous avons à ce jour environ 100 000 clients privés qui collectivement, auprès de qui et pour le compte de qui, excusez-moi, nous gérons 3 milliards et demi à peu près. Euh, avec des collectes annuelles qui sont très significatives. Donc, 34 milliards, 3 milliards pour les particuliers et 31 milliards pour les institutionnels. alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a les 34 milliards moins 9 milliards d'euros de fonds propres. Ah oui, moins. Hein, donc, il reste 25 milliards en gestion pour compte de tiers. Mm. Et sur les 25 milliards d'euros en gestion pour compte de tiers, il y a 3 milliards et demi qui viennent de clients privés. Donc, ça représente quand même, dans le cadre de la gestion pour compte de tiers, environ 14% des actifs sous gestion. Donc, c'est très significatif pour le groupe Eurasio. Voilà, simplement un petit mot sur l'ESG, hein, vous savez qu'aujourd'hui, la finance durable, c'est très important, de plus en plus réglementé d'ailleurs au niveau européen, et pour des très bonnes raisons, puisque nous avons quelque part, nous avons le privilège de pouvoir investir dans des entreprises. Eh bien, ce privilège est accompagné d'obligations puisque nos investissements doivent être déployés de manière durable, dans les meilleures règles de gouvernance et d'environnement. Donc, le groupe Eurasio, qui est un groupe coté, encore une fois, a déclaré publiquement au marché un programme qui s'appelle O+, qui consiste à atteindre une neutralité nette carbone au niveau de toutes les entreprises du portefeuille de manière complète en 2040, et de promouvoir également l'inclusion sociale, la parité homme-femme, bien évidemment, l'actionnariat salarié, mais aussi les couvertures sociales de tous nos collaborateurs dans toutes nos entreprises, y compris leurs filiales qui ne sont pas en Europe. Vous savez qu'aux États-Unis, l'assurance maladie n'est même pas une garantie. Voilà. Donc, c'est très important de bien garder ces choses en tête.
et le fonds, comme je vous le disais, est un article 8. Donc, on va peut-être rentrer un petit peu maintenant dans le détail de la stratégie, Stratégie, oui, exactement. sauf s'il y a des questions à ce stade, je ne sais pas trop. Non, il y a pas j'ai une question, mais qui est plus sur les performances. On Ah, verra très ça à un bien, moment on donné, va le y venir, slide on va y venir sur assez la rapidement. performance. Donc ce fonds, encore une fois, il a été construit pour offrir un objectif de performance le plus prédictif possible, sans volatilité. Donc pour ce faire, on s'appuie sur la stratégie dette privée chez Eurazeo, majoritairement, et pour une part plus faible sur le private equity, on va y venir. Donc la dette privée chez Eurazeo, c'est quoi? C'est un univers d'investissement d'entreprises qui ont ce qu'on appelle le small mid cap, donc des sociétés dont la valeur d'entreprise en général ne dépasse pas 300 millions d'euros, premier élément, qui sont systématiquement rentables, puisque toutes les entreprises doivent avoir un EBITDA, c'est-à-dire un résultat d'exploitation compris entre 5 et 20 millions d'euros en moyenne. Euh, Dernier élément, c'est systématiquement des sociétés qui sont dans le cadre d'une opération de capital transmission ou de buy-out, si on en parle le terme anglais. C'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire dans cette entreprise est un fonds de private equity, un fonds d'investissement. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de nous limiter exclusivement à cet Sur la transmission. univers Sur la transmission. sur des sociétés dans lesquelles il y a déjà de l'argent professionnel qui est majoritaire au capital? C'est que ça nous fait un double filtre de qualité. Il y a un premier filtre qui est le fonds de private equity qui a fait bien évidemment sa sélection et qui est devenu actionnaire majoritaire de la société, c'est-à-dire que lui considère que cette société représente une opportunité d'investissement très importante. Et deuxièmement, le fait que ce fonds soit majoritaire, ce fonds en fait impose dans la société une bonne gouvernance. Et pour nous, la bonne gouvernance, c'est absolument essentiel. C'est le G des trois lettres ESG. Et c'est absolument essentiel pour que la société, vous savez, on vit des hauts et des bas dans notre environnement économique. On a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur ce que sera demain. Euh, Quand vous êtes avec une société qui a une bonne gouvernance, où il y a peu de gens autour de la table qui prennent les bonnes décisions au bon moment, et bien, en général, votre société, elle est plus solide sur le long terme. Donc pour nous, c'est très important. Et ces sociétés, en fait, elles font appel à nous pour, dans le cadre de leurs acquisitions, parce que souvent, quand un fonds de private equity va investir dans une de ces sociétés, c'est avec un business plan en général assez ambitieux de création, de développement de l'entreprise. Et ce développement passe par des acquisitions de petits concurrents pour que si vous avez une entreprise qui est leader des robinets de gaz en Europe, en Bretagne, eh bien, elle va acheter ses concurrents en Poitou-Charentes, ensuite dans le nord de la France, après dans l'est, dans le sud-est. Progressivement, elle va devenir un leader national, et puis elle va continuer à faire des opérations de financement, à lever de la dette, et avec cette dette, elle va pouvoir faire d'autres acquisitions pour, in fine, après quelques années, devenir un leader européen, voire peut-être un leader mondial. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en Europe, on a encore une multitude de secteurs, de verticaux dans lesquels il y a encore beaucoup trop de sociétés qui sont petites, qui n'ont pas la masse critique. Et tout ce travail que nous faisons avec le private equity et la dette privée consiste à contribuer à cette consolidation. Est-ce que vous intervenez auprès de l'entrepreneur sur de la stratégie ou Alors absolument. Alors nous, dans ces opérations, nous sommes prêteurs, nous ne sommes pas actionnaires hein, dans la dette privée. Donc c'est plus le fonds d'investissement qui va élaborer la stratégie. Mais nous, nous sommes un rouage essentiel parce que les opérations de dette que nous mettons en œuvre, c'est ce qu'on appelle de la dette unitranche, senior secure, c'est-à-dire que nous sommes le seul prêteur et nous ne prêtons jamais plus de 4 fois le résultat d'exploitation de la société. Donc on est sur des prêts qui ne dépassent jamais 100 millions d'euros. Vous voyez, si le maximum, c'est 20-25 millions d'euros d'EBITDA. Donc, on va prêter en général 80-90 millions d'euros. C'est le maximum qu'on va prêter. On est le seul prêteur. Pourquoi? Parce que nous sommes un fonds d'investissement qui, en dette privée, a des ressources importantes. Aujourd'hui, nous sommes en train de déployer un fonds de 2 milliards. Donc, nous avons la capacité d'assurer le financement global intégral de l'opération et c'est toujours de la dette sur mesure. C'est-à-dire que nous sommes là pour accompagner les actionnaires et le management dans leurs opérations de croissance. Nous leur apportons de l'argent non dilutif sur mesure que les dettes, que les banques
ne sont pas capables d'apporter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2017 et 2023, donc dans les 6 dernières années, ce marché de la dette unitranche euh, sur des investissements qui sont inférieurs à 100 millions d'euros, à environ 75%, est occupé par des fonds par des fonds de dette privée et non plus par des banques, justement parce qu'il y a cette flexibilité dans le marché et ce travail que nous faisons vraiment en partenariat avec les actionnaires et les managers. Et dans ces cas-là, nous sommes systématiquement invités comme observateurs dans le conseil d'administration. Donc on a effectivement notre part euh, contributive à la création de valeur et à la gouvernance. Et donc les institutionnels et les privés sont utiles dans ce financement Ah, de... complètement, Ouais. complètement, complètement. Donc ça, c'est la partie dette privée. C'est de la dette sur mesure qui est en général 2 fois plus chère que la dette bancaire, mais qui a l'avantage d'être disponible sur des délais relativement courts. Est-ce que Euh, les taux ont une incidence dernièrement sur la hausse des taux oui, ça coûte plus cher pour les entreprises parce que nous prêtons systématiquement à taux variable. Nous sommes toujours sur un pricing qui est l'Euribor plus notre rémunération. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un effet de levier qui, en ce qui nous concerne, est plus bas du marché, puisque nous prêtons jamais plus de 4 fois le résultat d'exploitation de la société, de manière justement à ce que, dans ce contexte d'inflation qui est un petit peu à son pic, qu'on espère voir baisser dans les mois qui viennent, l'entreprise soit en mesure quand même de rembourser sa dette et de ne pas être en difficulté. C'est crucial pour nous. On est là pour déployer beaucoup d'argent dans des conditions raisonnables et pas pour maximiser un profit, hein. Encore une fois, on veut que les sociétés se développent et souvent reviennent faire appel à nous. Il y a des sociétés qu'on accompagne maintenant depuis une quinzaine d'années. Quand elles sont venues nous voir, elles avaient un petit résultat de l'ordre de 5 millions d'euros et aujourd'hui elles sont à plus de 30 millions d'euros. Alors c'est des quelques boîtes un petit peu plus grosses qu'on suit parce que justement on les connaît et on est à notre deuxième, troisième opération de financement en dette privée. Donc ça c'est la partie dette privée. Et comme, encore une fois, comme nous sommes un petit peu chers, en fait, les actionnaires font appel à nous en toute connaissance de cause parce que ce financement qui est non dilutif en capital permet d'accélérer la croissance de la société. Mais en général, au bout de 3 ans et demi, ils vont chercher à se refinancer. Il se trouve qu'on avait nos assemblées générales ce matin. Pour les fonds de dette institutionnels, on a un taux de duration moyenne de nos opérations qui est de 2,6 années. Et donc, c'est un cycle d'investissement qui est relativement court parce que, bien évidemment, sur la dette là, donc sur la dette sur privée. la dette, Voilà. d'accord. Donc, pourquoi? Parce que comme on prête de l'argent à des conditions qui sont relativement chères, les fonds d'investissement et les entreprises font appel à nous parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres prêteurs capables de les aider dans ces moments très cruciaux de leur développement. Mais ensuite, après, dès qu'ils sont revenus à un rythme, on va dire, un peu plus normal, eh bien, ils se refinancent auprès de banques à des prix moins chers. Et ça nous va très bien, hein. On est là pour aider sur des durées relativement courtes. La partie private equity, qui représente 40% de l'investissement, c'est un petit peu différent. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle les transactions secondaires. Donc, on est quelque part sur le marché de l'occasion du private equity. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'immense majorité des investisseurs en private equity, donc là, on parle d'investissement en capital dans les sociétés, sont des professionnels d'investissement, essentiellement des institutionnels des compagnies d'assurance, des fonds de retraite pour la plupart, des fonds souverains, qui ont une vision très longue de leurs investissements et qui, dans le cadre de cette vision longue de leur investissement, en toute connaissance de cause, s'engagent dans des financements, dans des fonds de private equity, avec un horizon d'investissement des fois à 10-12 ans. Ça, c'est parfaitement accepté. Ce sont des professionnels. Et ils n'ont pas de liquidité. Cette phrase-là, j'aimerais bien que les clients privés le comprennent. Cette partie-là, c'est qu'effectivement, on pourra avoir une performance, enfin, même sans parler de performance, le non-coté, il faut vraiment avoir une durée longue de placement dans son patrimoine, à 5%, Complètement, complètement, 5-10%, complètement. une durée très longue où on ne doit pas enfin, reprendre son argent, avoir une visibilité à 10-12 ans Exactement. pour pouvoir avoir des rendements plus importants Voilà. que sur les autres actions. Et ça, Nicolas, gardez le bien en tête, ça représente l'immense majorité du marché du private equity chez les professionnels. Oui, mais je sais bien. Donc, la notion de durée est essentielle. Mm. Et tous investissent en toute connaissance de cause, en ce sens qu'ils n'ont pas de placement liquide. Néanmoins, et il faut toujours le garder en tête, il faut quand même une petite respiration. Cette petite respiration, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire.
ou de vous à moi, le marché de l'occasion du private equity, c'est-à-dire que vous avez des investisseurs qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mauvaise qualité de l'investissement, mais simplement à des raisons de gouvernance, de vouloir peut-être faire tourner des portefeuilles. Vous pouvez être une caisse de retraite, avoir investi dans un vintage, on va dire 2012, se dire voilà, je suis en 2022, le fonds a 10 ans, il m'a déjà produit une belle performance, il n'est pas complètement terminé, il y a peut-être un reliquat de performance, mais je vais passer à autre chose. Vous voyez, il y a un moment, il faut boire le vin, hein, il ne faut pas le laisser, parce qu'il y a un moment, voilà. Et ça, c'est le marché secondaire. Donc, vous avez à peu près environ 4% du marché global du private equity qui a besoin, à un moment ou à un autre, de changer de main. Et ça, c'est le marché secondaire. Et pour nous, il est très intéressant. On a une stratégie qui est dédiée à ça. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, en fait, c'est un marché qui est réservé aux professionnels. Donc, c'est un marché dans lequel, quand vous faites une transaction, c'est souvent une transaction de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions, où vous avez un effet portefeuille immédiat. C'est-à-dire que vous avez un effet diversification. Vous faites une transaction, vous avez plusieurs sociétés. Premier élément. Deuxième élément, euh, eh bien, vous devenez actionnaire à mi-parcours d'une opération de private equity. Rappelez-vous, je vous disais en introduction, une opération de private equity, ça dure entre 5 et 7 ans. Donc 5 et 7 ans, si vous arrivez en année 3, vous allez sortir plus rapidement. Et puis surtout, quand vous arrivez en année 3, vous voyez où vous mettez les pieds. Vous n'êtes pas sur une feuille blanche. Il y a une chose de se dire, voilà, je fais confiance à un nouveau fonds d'investissement, je me base sur ses performances passées, et puis je lui fais confiance pour déployer un portefeuille. Et puis, ça, c'est une chose. Et une deuxième chose, c'est de se dire, voilà, il y a un portefeuille qui est à vendre, il a déjà 3 ou 4 ans de maturité, étudions-le, voyons ce que ça vaut. Est-ce que les entreprises se comportent comme ça avait été prévu au moment de l'investissement? Et si c'est le cas, et si le portefeuille est en bonne santé, banco, je vais acheter. Donc en fait, l'immense avantage du secondaire, c'est qu'on a de la diversification immédiate, un cycle d'investissement relativement court, en tout cas plus court que ce qu'on aurait si on investissait au début d'une opération, et on voit ce qu'on achète. On achète que de la qualité. Alors bien évidemment, on n'est pas à l'abri des risques une fois qu'on est devenu actionnaire, mais on sait que c'est bien parti. Et ça, Alors, sur les risques, attends, est-ce qu'il y a, les taux, la hausse des taux, l'Ukraine, l'inflation, est-ce qu'il y a des bah, risques complémentaires dans votre portefeuille sur lesquels vous avez perdu un je peu? pense il faut pas se voiler la face. Toutes les entreprises, dans tous les portefeuilles de private equity et dans la vie, dans les marques cotés, ont toutes aujourd'hui certainement une petite dégradation de leur marge parce qu'on est en inflation, parce que le coût des commodities a monté, parce qu'elles ne peuvent pas nécessairement peut-être répercuter l'intégralité de l'inflation dans leur chiffre d'affaires. Donc il y a forcément, il y a forcément de ce côté-là un petit ralentissement. Euh, le fait que le crédit soit plus cher ralentit aussi les transactions de pure private equity, les grosses transactions. Les marchés financiers ont été fermés en 2022, donc il y a moins de sorties également. Donc ce marché est un petit peu ralenti. Mais ce n'est pas pour autant que les sociétés Ça arrête. s'arrêtent et ne vont pas bien, hein. Oui. On va pas fermer boutique. Et le gros avantage qu'on a en private equity, enfin sur les marchés privés par rapport au marché coté, c'est que on n'est pas obligé de sortir. Surtout sur un fonds comme ça, sur un fonds qui est dans notre stratégie de fonds evergreen. Bon, s'il n'y a pas de sortie demain, il y en aura peut-être après-demain. Vous voyez ce que je veux dire? On Mm. peut attendre et entre-temps, l'entreprise continue à créer de la valeur. Donc, en fait, C'est oui, aussi moins de stress pour vous, le fait de ne pas avoir de date d'échéance. c'est le gros avantage. Ouais. Le gros avantage, l'immense avantage d'avoir un fonds perpétuel, c'est que justement, on prend le temps qu'il faut pour que nos sociétés créent de la valeur, sortent, se débouclent. Et c'est quand même, ce que je veux, il y a un point quand même sur lequel je veux vraiment insister, c'est que il y a un rationnel très fort au fait que nous ayons dans ce fonds fait un cocktail, on va dire, majoritairement d'être privé et de manière minoritaire la partie en equity secondaire, c'est que ces deux stratégies sont à cycle court. On est sur des cycles qui, en moyenne, sont inférieurs à 4 ans. Disons, on est à peu près sur 2,6 années constatées sur la dette privée aujourd'hui.
et on est à peu près, et sur la partie secondaire, au bout de 3 ans, en général, nous avons récupéré le cost investi. Donc ça, c'est très important. Si on se place dans la structuration d'un fonds qui est semi-liquide et qui a pour objectif d'offrir des fenêtres de liquidité trimestrielles aux clients. Quand le fonds a été créé en 2018, le fonds était fermé. Le fonds était fermé pendant ces 4 premières années. Parce qu'on avait fait le pari de se dire, au bout de 4 ans, le fonds sera suffisamment diversifié euh, en nombre de sociétés, en millésime également, pour générer suffisamment d'événements de liquidité pour qu'à ce moment-là, on puisse ouvrir le fonds en semi-liquidité sur des fenêtres trimestrielles. Et c'est ce qui s'est passé, puisque au bout de 4 ans, le fonds atteint 1 milliard d'euros de taille, diversifié sur plus de 100 sociétés. Et donc là, maintenant, on est dans ce. Maintenant, nous avons atteint le stade de la semi-liquidité, mais ça ne s'est pas fait depuis le départ. Il a fallu construire ce fonds. Et ce mix de ces deux stratégies a été structuré dans cette optique pour justement avoir des stratégies relativement courtes. Donc si on va très vite, alors j'ai déjà beaucoup parlé du marché de la dette privée, cette diapositive en fait vous montre que c'est un marché, quand on regarde le cadran en haut à droite, en haut à gauche, qui est en très forte croissance en nombre d'opérations. On est sur plus de 700 opérations euh, en 2020, 2021, et ça continue en 2022. Donc là, il y a vraiment un marché extrêmement profond. On pourrait gérer 3 fois plus d'argent, on saurait le déployer. Voilà. Ça, c'est un premier Donc élément. les entreprises ont besoin d'argent. Oui, Il y a une taille suffisante sur les les entreprises entreprises. ont besoin d'argent, et ce qu'on disait il y a une minute, la hausse des taux d'intérêt et la rareté du crédit fait que justement sur ce segment du small mid market, dans lequel on va prêter au maximum à peu près 80-90 millions d'euros, eh ben, il n'y a pas 36 acteurs. Et si les banques ne sont pas vraiment présentes dans ce marché-là, pour nous, on a un marché qui est beaucoup plus profond, de qualité, hein. Gardez tous bien ça en tête. Vous voyez que l'effet de levier moyen, quand on regarde l'histogramme en haut à droite, l'effet de levier moyen sur le small mid est à plus de 5 fois, et nous chez Euraseo, c'est l'histogramme en vert à gauche, est à 4 fois. Donc nous avons l'effet de levier qui est le plus bas du marché, à comparer à 6,5 sur le large cap, sur les grosses entreprises. Vous imaginez, c'est quasiment 50% de plus. Vous imaginez le coût que ça représente en termes de frais financiers pour une entreprise. Donc, le fait d'être raisonnable dans le montage, de ne pas chercher à maximiser nos profits, mais faire en sorte que la société ait un financement qui lui permette de croître, qu'elle nous offre un bon rendement, sans pour autant que ce soit qu'on la mette en danger, c'est ce que nous recherchons et c'est toute notre philosophie. Donc, il faut vraiment garder en tête. Et après, ce qui est très intéressant également, c'est que le fait que nous soyons sur ces montages qui sont raisonnables, c'est qu'on a, alors ça s'explique, c'est ce qu'on a, on a 3 histogrammes en bas, notre taux de défaut attendu, hein, il est de 0,3%. Le taux de défaut, c'est quand une société va être en rupture de ses conditions de prêt. On prête à condition qu'il y ait un taux de croissance de temps, un certain niveau de trésorerie dans la société, euh, euh, voilà, différents éléments très tangibles, mais quelquefois la société peut se retrouver en rupture de ces conditions. Exemple, crise Covid, tout simplement. Vous avez une société qui, du jour au lendemain, voit son chiffre d'affaires qui s'arrête pendant 3 mois. Bah forcément, vous allez être en déséquilibre sur ces éléments clés. Est-ce que pour autant, vous allez exiger le remboursement de la dette? Bah, si vous êtes au conseil d'administration de la société comme nous, que vous êtes en bonne intelligence avec le management et l'actionnariat, vous allez essayer de trouver une solution. Oui, c'est pas. Et ce qui est très, très notable, c'est que, et c'est la deuxième histogramme au milieu en bas, c'est que notre taux de résolution, il est de 97%. C'est-à-dire que quand il y a un problème, dans l'immense majorité des cas, on trouve une solution. Et ça nous distingue énormément de la compétition. Vous voyez, on est quasiment au double de nos confrères dans le même segment de marché. Si bien qu'en fait, on a un taux de perte attendu qui est quasiment nul. Voilà. Sur les 150 dernières transactions, nous n'avons rien perdu. Encore une fois, ça ne préjuge pas du futur, on n'est jamais garanti, hein, il faut toujours le dire, mais on est très confortable dans notre approche. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie dette privée. On gère aujourd'hui plus de 5 milliards d'euros dans ces stratégies-là. On a notre 6e millésime. On reste sur un taux de signature qui est extrêmement
extrêmement stricte, hein, puisque vous voyez que la pyramide inversée, notre taux de signature est de 5%, de ce que nous voyons. Et gardez en tête que les entreprises éligibles, les 500 qui nous viennent, elles ont toutes eu au préalable, elles sont toutes passées au filtre d'un fonds de private equity qui a investi. Donc il y a vraiment ce double filtre qui est très important de notre point de vue et qui nous donne beaucoup de confort quand on veut essayer de déployer une stratégie très prédictive en termes de performance. Donc ça, 150 transactions, et vous avez 150 PME ou vous avez plus que ça en PME, non? en nombre d'entreprises, Non. sur notre portefeuille de Sur le dette privée, aujourd'hui, on n'en a pas plus. Non, pas plus, On n'en a 150, pas plus. d'accord. On n'en a pas plus. Un tout petit mot sur le marché secondaire, qui est très intéressant aussi, et là encore une fois, on le dit avec beaucoup d'humilité, hein, mais quand on regarde les retours et les ratios d'argent perdu par rapport à l'argent investi, le plus risqué, c'est le capital à risque. L'histogramme que vous avez sur la partie gauche, vous avez le capital à risque, vous avez ensuite ce qu'on appelle le growth equity, le buyout, euh, et tout au bout à droite, eh bien, vous avez le secondaire. Le secondaire a un rendement, un rendement de risque par rapport risque-rendement qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, on a ce côté diversification, on voit ce qu'on achète et on est sur des cycles relativement courts. Donc ça va assez vite. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle, alors c'est une classe d'actifs qui est relativement petite par rapport à tout le private equity, mais qui est très intéressante justement en termes de rendement risque. Et c'est un marché en très forte croissance, ce que vous voyez sur la partie droite. Donc, je vous disais juste, je reviens sur notre fondamental, hein, que la clé de notre succès, c'est pas par hasard que ce fonds est plus d'1 milliard d'euros. C'est que, en fait, on offre à vos clients exactement la même gestion que celle que nous offrons à nos clients institutionnels, aussi bien sur la partie fonds de private debt, c'est l'histogramme en bas à gauche, que sur les fonds de private equity en secondaire, c'est l'histogramme à droite. On est en ce moment en train de co-investir avec le fonds 6, qui est le fonds d'aide privée, qui est un fonds de 2 milliards, et puis avec le fonds 5 en private equity, que vous voyez tout au bout à droite, qui est un fonds d'1 milliard. Donc, ce mécanisme d'investissement parallèle avec les institutionnels sont les mêmes pratiques, mais dans une structuration réglementaire adaptée à la clientèle privée, ça c'est assez unique dans le marché. Et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que on n'est jamais garanti, mais voilà où on en est aujourd'hui. On va bientôt se rapprocher de la fin du 5e exercice fiscal du fonds. Ce fonds, il a connu un véritable succès dans le marché. Il a collecté 1,182 milliard d'euros. Ça, c'était à la fin du mois d'avril. Il a réalisé une performance net client, on va y venir tout à l'heure, de 6,8% sur l'année civile 2022. Année civile 2023, on a une ambition de performance qui est, je pense, un petit peu plus élevée, toutes choses étant égales par ailleurs, tout simplement parce que on est dans un univers de taux d'intérêt qui est plus élevé. Alors, évidemment, il n'y a aucune garantie là-dessus, mais c'est notre sentiment, notre objectif est de se dire que on espère avoir une performance un petit peu plus élevée. Le fonds aujourd'hui est diversifié dans plus de 140 sociétés et il est déployé à hauteur de 947 millions d'euros. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un fonds qui collecte de l'argent toutes les semaines, puisque c'est un fonds à valeur liquidative hebdomadaire. Donc en fait, c'est très important d'être en mesure de déployer cet argent de manière très régulière. Et ce qui est très rassurant, c'est que vous voyez que le fonds, il est déployé à hauteur de 92%, c'est le camembert que vous avez en haut au milieu. Pourquoi? Parce que justement, le fait d'être en co-investissement avec les programmes institutionnels, de dette privée et de secondaire fait que nous avons constamment des transactions. Et que tous les mois, nous avons un meeting de pilotage avec les équipes d'investissement. Et ce meeting de pilotage nous permet de faire une allocation régulière de l'argent qui est collecté. Et on a une allocation cible, en général, à 3-4 mois devant nous. Et en fonction de l'argent qu'on collecte, on se dit, ben voilà, on va être en mesure de le déployer. Et donc, il faut lever de l'argent pour pouvoir le déployer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a un programme d'investissement qu'on voit devant nous. Et ça, c'est assez atypique, hein, sur les fonds de private equity. Parce que souvent, les fonds de private equity, voilà, on prend du temps pour déployer parce qu'on n'a pas forcément toujours des opportunités d'investissement. Là, c'est différent. Comme on est sur un blend de stratégies qui tournent systématiquement, on a de quoi déployer. Quelques exemples de sociétés que nous avons en portefeuille. En dette privée, donc je vous dis, on est plutôt sur des petites sociétés, mais
certaines sont bien connues du grand public. Je pense notamment à Jot, les petites doudounes de ville, hein, qui sont avec le petit scooter, le petit logo que nous avons ici. Carré blanc, le linge de maison. Sur des sociétés plus grosses, ben on est chez Picard, hein, les surgelés, qui valorisent plus d'1 milliard d'euros. On est chez Belron. Belron, c'est l'ancienne Carglass, dans le placement des pare-brises. C'est une société anglaise qui fait quand même plus de 3,5 milliards de chiffre d'affaires, plus de 800 millions d'euros de résultats. Vous voyez, donc il y a aussi des grandes entreprises de nos côtés. Froneri qui aussi fait des glaces, donc dans le domaine alimentaire. Donc on est très diversifié. Et vous avez ici, alors encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais néanmoins, on est sur un fonds qui s'est comporté de manière remarquable, très stable. Donc c'est un fonds qui clôture son exercice fiscal au 30 juin. Donc au 30 juin 2023, nous finirons notre 5e exercice fiscal. La performance que vous avez là, elle était à la fin du mois d'avril, on était à 5,21% sur le 5e exercice fiscal. Je pense que nous allons terminer entre 6,5% et 7%. Je pense supérieur à ce qu'on a fait au 4e exercice. Et après, vous avez des petites pastilles qui prennent la performance de l'exercice civil. Donc, sur 2021, nous avons fait 7,1%. Sur 2022, nous avons fait 6,8%. Et sur 2023, à date, pour l'instant, le premier trimestre, on était à 2,3%. Excusez-moi, c'était au 24 avril, donc on était à 2,3%. Voilà. On est bien orienté pour avoir une performance de l'ordre si toutes choses étant égales par ailleurs, on devrait être, si on projette la courbe, ça nous amènerait au-delà de 7% de performance annuelle. Donc voilà, et cette absence de volatilité se retrouve dans les 3 dernières années, que vous voyez ici, les années 2020, 2021 et 2022. Nous avons comparé la volatilité du fonds, qui est la courbe en bleu marine la plus plate, avec la volatilité du CAC 40 et du Next 150. Et ça, c'est très intéressant, c'est que, en fait, et on le redira jamais assez, se déployer sur des investissements non cotés vous met à l'abri de la volatilité des marchés financiers. Attention, ne vous met pas à l'abri d'une récession. Encore une fois, c'est 2 choses différentes. Mais les événements de marché où il y a beaucoup de volatilité à la hausse ou à la baisse, pour nous, ça n'a aucun impact. Pourquoi? Parce que nos entreprises ne sont pas cotées. Gardez en tête une des raisons aussi pour laquelle on peut se poser la question, on est sur un fonds qui est principalement en obligations et pourtant, avec la hausse des taux, on n'a pas été impacté, au contraire, on continue à faire de la performance. C'est que toute la différence, c'est que nous sommes sur des obligations non cotées. Un fonds obligataire coté a 2 variables de performance, le taux actuel de l'obligation et la valeur intrinsèque de l'obligation. Quand les taux montent, la valeur de l'obligation a tendance à baisser. C'est pour ça qu'on a vu beaucoup de fonds obligataires qui ont eu des performances négatives en 2022. En ce qui nous concerne, le seul critère de performance, c'est le taux d'obligation. Et on est à taux variable. Donc quand les taux montent, nos entreprises payent plus cher. Hein, nos obligations produisent plus. La clé, c'est d'être confortable sur la solidité de la société, sa capacité de nous rembourser. Donc si évidemment on a un doute, il y a des provisions qui sont prises en compte, mais si le portefeuille se comporte bien, et c'est le cas aujourd'hui sur l'intégralité du portefeuille des privés, on n'a pas vocation à provisionner. Et en fait, quand on regarde ensuite, après cette absence de volatilité dans la nouvelle directive PRIPS qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2023, eh bien, ce fonds est en risque 3. Voilà. Oui, Ce qui est aussi très nouveau dans l'environnement des marchés non cotés, parce que précédemment, des fonds de private equity dans la classification au PCVM jusqu'à fin 2022 étaient plutôt en risque 6 ou en risque 7. Donc là, il se trouve qu'on est en risque 3. Donc cette nouvelle réglementation directive nous permet d'avoir cette notation du risque qui est en fait cohérente avec la stratégie d'investissement. Vous l'avez mis dans une slide, là, les rachats par anticipation, la durée de blocage. Non. Alors en fait, il n'y a aucune durée de blocage. Il n'y a pas une durée de blocage de 5 ans? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Le client est libre de rentrer et de sortir quand il le veut sur une base trimestrielle. Oui. Néanmoins, si le client souhaite bénéficier de l'exonération d'impôt sur les plus-values, il faut qu'il reste 5 ans. Mais c'est sa décision à lui. Aujourd'hui, on n'impose rien du tout à nos clients. Il n'y a pas de pénalité de sortie? Aucune. Aucune pénalité de sortie. Aucune pénalité de sortie. Voilà.
Mais encore une fois, on ne souhaite pas avoir sur ce fonds une clientèle qui vienne pour une durée de 6 mois. Non. On recommande de manière très, très ferme un investissement sur du moyen terme. Oui, oui, Voilà. il faut 5 ans, 7 ans, Voilà. voire Et plus. je rappelle une chose importante aussi, même si c'est un fonds qui fait de la dette privée, ce fonds ne fait aucune distribution. C'est Oui. très important, hein. Le fonds ne fait aucune distribution, c'est exclusivement de la capitalisation. Et donc le seul moyen pour un client de récupérer en fait le fruit de la performance, c'est de demander le rachat de ses parts. Alors le rachat des parts, on n'en a pas parlé, ce sont des fenêtres de liquidité trimestrielles qui chacune sont limitées à 5% de la valeur liquidative du fonds. Donc un fonds d'1 milliard, 5%, c'est 50 millions d'euros. Donc le fonds, en théorie, doit pouvoir assurer des sorties jusqu'à hauteur de 20% de son actif sur une année de manière régulière, puisqu'on est à 5%. Alors cette limite de 5% n'est pas il ne s'agit pas de dire on va fermer au-delà de 5%, mais c'est le niveau auquel nous pouvons éventuellement décider de réduire le client de manière proportionnelle à sa demande, si on a trop de demandes par rapport à ce qu'on pense être raisonnable au niveau des demandes. Toujours est-il que ce que nous essayons de faire, même si ce n'est pas garanti, nous essayons de provisionner, le fonds dispose de 8% de cash en attente d'investissement, avec la dimension de nos fenêtres, elle est de 5%, donc on devrait normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et en cas de crise financière dramatique, comme on aurait pu connaître en 2008, bah, et si avec un afflux de demandes de rachat très important, à ce moment-là, le fonds serait bloqué au rachat, et ça dans l'intérêt des porteurs de parts, parce que vous imaginez bien que sur des fonds non cotés, si tout le monde veut sortir au même moment, bah, à ce moment-là, on vient détruire beaucoup de valeur. Donc, encore une fois, aujourd'hui, le fonds est dans sa troisième fenêtre de rachat. Voilà, ça se met en place. Les gens commencent à vouloir sortir. Les fenêtres sont versées sans aucune difficulté. Euh, et voilà, on est dans le cours normal du fonctionnement du fonds. Bah, super. Vos frais de gestion, on a une question sur vos frais de gestion. Frais d'entrée chez Bourse Direct, on n'en prend pas. Voilà. Ensuite, Euh, notre rémunération elle est de 1,8% du montant souscrit voilà, tous les ans. tous les ans. Et ce 1,8% est partagé à égalité entre Euraseo Et nous. et vous. Enfin, Oui, exactement. très transparent. Tout ça est dans les documents de commercialisation. Exactement. Vous prenez des frais de surperformance? Oui, alors il y a une commission de performance qui est égale à 10% de la création de valeur chaque année. Donc chaque année, en fait, si une création de valeur supérieure à 10%, cette commission de performance est provisionnée. Elle est payée en 2 fois, 3 ans et 4 ans plus tard, et elle est sécurisée. Par contre, il y a ce qu'on appelle euh, un high watermark, c'est-à-dire que si le fonds venait à connaître une baisse de performance, il faut toujours que la performance du fonds doit être positive et toujours supérieure à l'année N-3. C'est un truc d'avocat, ça. Ça va dans l'intérêt des porteurs de parts. Imaginez que le fonds baisse de 15% une année Mm. et que l'année suivante, il fasse une performance positive de 5%. On va dire, ah, on a une performance positive, on peut prendre la condition de performance. Non, parce que les clients seront en perte. Mm. Donc il faut que le fonds commence à repasser au-dessus de son point plus haut précédemment pour qu'on puisse avoir, pour que ce soit éligible. Je pense que c'est dans l'intérêt des porteurs de parts. D'accord, super. Alors, je ne sais pas si je peux prendre la main pour vous montrer un Oui, peu je vais arrêter le partage. si je peux partager moi pour vous montrer, Voilà, je vais annuler le partage, c'est ça? je pense, oui. Voilà, Je ne j'ai sais pas si arrêté. vous voyez quelque chose. Oui, maintenant, je vois votre écran. Vous voyez mon écran. Oui. Alors, ah oui, mais ça n'a pas marché parce que c'est sur votre écran que je voulais Ah le ben, je vous laisse la faire. place alors. Euh, ah oui, il faut que On peut changer de chaise. on va changer de chaise. Je voulais juste vous faire une petite démonstration. Alors, on va vous le faire. Hop, on va changer. Bon. Donc, bonjour, je suis de l'autre côté. Euh, je voulais vous montrer, partager le navigateur. Euh,
Et donc, ici, pas ça. Donc, vous avez le site Bourse Direct et vous avez le site épargne.bourse direct. Donc, le produit dont on vient vous parler, vous allez le retrouver sur Placé Épargné FCPR. Vous voyez, donc on explique un peu ce que c'est qu'un FCPR. Vous voyez tous les FCPR qu'on propose aujourd'hui. Donc, on peut chercher par société de gestion. Euh, donc Euraseo, donc on vient de vous parler de celui-là. Donc il y a des donc vous retrouvez toutes les informations possibles et imaginables, les plaquettes, le DIC, le règlement, le rapport de gestion, mais normalement on doit les enlever parce que c'est destination de, et je croyais que c'était enlevé, je suis assez surpris. Euh, voilà, et vous pouvez donc, on voit aussi la performance du produit qu'on essaye de mettre à jour sur notre site. Et, euh, et vous pouvez souscrire en ligne ici sur le produit, donc en se connectant. Donc, juste avant, il faut avoir rempli votre espace sur le site épargne.bourdirect.fr. Et là, donc on n'a pas dit, mais le minimum c'était 20 000 euros sur ce produit-là. Donc vous pouvez en prendre un petit peu plus, hein, la somme que vous voulez. Vous faites un prélèvement. Alors, c'est prélèvement sur son compte titre Bourse Direct et on peut choisir le prélèvement sur son PEA-PME et vous livrez sur votre compte PEA-PME aussi de chez vous. Donc là, c'est des exemples, on a fait ça. Vous choisissez le souscripteur et vous avez donc après, le démarchage, vous n'êtes pas démarché, le mandat de recherche que vous avez signé, que ça prévient de votre épargne constituée, la concordance produit par rapport aux questions que qu'on vous a posées si c'était éligible, les avertissements qu'on vous a donnés, et ainsi, après, vous signez numériquement le bulletin de souscription qui s'est généré et ainsi vous pouvez le signer simplement et faire une souscription rapide du produit. Voilà. Donc c'est assez simple. Le service épargne, moi-même et Sylvain, on est à votre disposition pour vous présenter tout ça et vous réexpliquer ça. On va vous envoyer dans quelques jours la présentation et le lien du replay du webinaire si vous voulez voir. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, je viens de voir là effectivement sur les questions complémentaires. L'avantage fiscal, on l'a dit, donc il n'y a pas d'avantage, enfin si, il y a un avantage, un avantage fiscal, donc exonération des plus-values. À condition de rester investi pendant 5 ans. À condition de rester 5 ans. Et un avantage aussi intéressant pour les PME parce qu'ils ont un IS simplifié à 15%. Oui, et puis pour les personnes morales, on va dire. Pour les personnes morales. C'est un fonds qui est capitalisé. Oui. Sur une nouvelle question sur ce sujet-là. La question sur les performances, on en a parlé. Il est 20 heures, on a tenu les délais. Est-ce que vous avez des questions complémentaires rapidement? On va vous souhaiter une belle soirée et puis vous pouvez toujours me poser les questions sur mon mail nbazinet@boursedirect.fr ou en nous téléphonant au 01 56 88 40 44, le choix 2. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Luc de cette présentation. Merci à tous pour votre écoute et merci Nicolas de m'avoir invité. C'était moi qui ai enregistré. Donc là, on peut couper le son de l'autre côté et sur le bouton enregistrer. Hop, voilà. Donc, c'est bon, vous avez... Hop.